Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de Bulletin sportif. Hey, c'est la dernière de la saison. C'est fort possible, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Des fois, je me garde des portes de sortie s'il y a des choses intéressantes, s'il y a des invités à ne pas manquer. Bref, je me permettrai. On se tient au courant, évidemment, via les réseaux sociaux. Ceci dit, si c'est la dernière, ce sera la dernière. Je vous remercierai évidemment d'avoir été là, mais pour cette dernière, ce qu'on fait, pour celle-ci, on va arrêter de l'appeler la dernière, pour celle-ci, ce qu'on fait, analyse complète de la finale, la grande finale du hockey collégial masculin D1, le grand championnat des Lions de Champlain-Saint-Laurent. On vous parle de tout ça avec Tristan Mac. Malheureusement ou heureusement, parce que Denzel Carré-Gaya n'est pas là, mais Denzel est en Afrique en train de faire des safaris. Fait que finalement, il est peut-être aussi bien. Donc, voilà. Malheureusement pour nous, heureusement pour lui, il profite. Alors, ça se passe avec Tristan, cette analyse-là. On revient évidemment un petit peu sur ce qui s'est passé globalement durant la saison. Alors, voilà, ça va mettre un terme à notre saison de hockey collégial. Et on termine le tout avec une entrevue en compagnie d'Elisabeth Ashkar, quart arrière de l'équipe de flag football de l'Université de Montréal qui vient de reconquérir leur titre de championne canadienne de flag football universitaire collégial. C'est ce que ça donne, mes amis. Alors, bonjour. Tristan Mac, bonjour. Une petite dernière pour le hockey collégial. Très content de t'avoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci Phil de donner une si belle plateforme au hockey collégial D1 pendant la saison. La plateforme est facile. Autant masculin que féminin, là, ce fut un plaisir de parler de hockey collégial pendant l'année. C'est un plaisir de collaborer avec des gens de qualité. Fait que oui, c'est facile de donner une plateforme quand on a des gens de qualité pour analyser, parler de ça avec qui c'est agréable. Fait que le compliment est retourné, mon cher Tristan, puis il est envoyé à Denzel, évidemment, oui. qui est au Kenya, qui sûrement va accrocher en deux visites de safari, là, va accrocher le podcast. Écoute, bon, évidemment, dernière de la saison. On finit ça en parlant du championnat des Lions de Champlain-Saint-Laurent. On avait évidemment mis la table il y a 2 semaines. Là, c'était moi qui étais en vacances la semaine passée, fait qu'on n'en a pas parlé à ce moment-là. Mais bon, on est rendu, je suis de retour, fait que on avait analysé ça comme étant une série qui est très attendue du fait qu'on avait 2 voisins, vraiment, là, 2 cégeps limitrophes qui s'affrontaient en finale comme ça, Sainte-Foy et Champlain-Saint-Laurent. Sauf que cette finale-là a été pas mal à sens unique. Oui, absolument. Les Lions étaient en mission et c'était toute une finale de la part de Champlain-Saint-Laurent, vraiment là, de très haute qualité, du très bon hockey. Le premier match, pourtant, était quand même très serré entre ces 2 équipes-là. Et puis, ça a été tout un travail de la part de Sainte-Foy lors du premier match. 2 buts en avantage numérique de Jérémy Gagnon, qui a vraiment connu là, des excellentes séries éliminatoires avec 1 point par match. Ça a été de très haute qualité, mais par la suite, le Champlain-Saint-Laurent a répliqué avec 5 buts en deuxième période. Les Dynamiques ont tenté de revenir dans le match, mais ce ne fut pas assez. Et puis, ça a été de très haute qualité le premier match. Honnêtement, ça aurait pu aller des 2 côtés là, quand on regarde ça, surtout avec la remontée de Sainte-Foy dans le premier match. Mais le hockey de rattrapage ne peut pas aider en finale, surtout pas contre une équipe comme Champlain-Saint-Laurent, qui vraiment là, très bien dirigée par Pierre-Cédric Labrie. Et dans le deuxième match, du côté de Saint-Laurent, encore une fois, de l'excellent hockey. 3 buts en première période. Bello, Laforêt et Chabot, de très haute qualité. Et ça s'est terminé 5-1. Et puis, le troisième match, eh bien là, Champlain-Saint-Laurent n'avait qu'une seule mission. Compléter le championnat à la maison et ne pas s'en aller au PEPS pour un match numéro 4. Cette mission se fut réussie, malgré que Sainte-Foy avait pris les devants 2-0 encore une fois. Exact. Ils ont pris les devants 2-0 grâce à Fontaine et Grobissa. Mais par la suite, là, encore une fois,
ce sont les mêmes joueurs qui ont noirci la feuille de pointage. Ai-je besoin de le répéter? Bello, Chabot, Fauchon. Ça a été vraiment là, toute une série de leur part. Charles-Éric Tremblay aussi. L'avantage numérique de Champlain-Saint-Laurent, honnêtement, c'est incroyable ces chiffres-là. 2-2 lors du premier match. Ensuite, 1-4. Bon, ce qui est quand même très bien pour un avantage numérique en sachant que tu veux aller chercher environ entre 20 et 30 de pourcentage de réussite en avantage numérique. Et par la suite, le troisième match, 3-5. Vraiment, là, je pense que c'est surtout là que ça s'est décidé. Ça s'est décidé avec les unités spéciales et tout un travail de la part de Champlain-Saint-Laurent. C'est une fiche de 9-1 en séries éliminatoires. C'est absolument magnifique pour eux. Et je regarde la répartition des points. Maverick Delisle, Jérémy Bello, Xavier Fauchon, Charles Laforêt, vraiment là, de très haute qualité. Puis du côté de Sainte-Foy, ça n'a pas été mauvais non plus. Il faut le mentionner. Jason Beaulieu et Samuel Fontaine ont connu de très grandes séries éliminatoires avec au-delà de 20 points. Donc, chapeau aux deux équipes qui se sont vraiment données jusqu'à la toute fin. Et Champlain-Saint-Laurent qui remporte un autre championnat dans leur grande histoire dans la Ligue de hockey collégiale. Et pour le fait anecdotique, Philippe, pendant la semaine lors du début de la demi-finale, le RSEQ a inauguré un magnifique trophée. Je ne sais pas si les gens l'ont vu, là. C'est absolument magnifique avec une certaine structure en bois. La coupe sur le haut, là, honnêtement, c'est de toute beauté. Et Mike Labadie, qui est l'ancien responsable du programme hockey des Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent, une carrière absolument incroyable au niveau du hockey collégial. Et il faut le mentionner aussi, il a travaillé avec le Rouge et Or dans un certain passé. Ouais. Mike est allé voir le match 3 de la finale. Et selon les informations, là, selon ce que j'ai su à gauche et à droite, c'était la première fois qu'il retournait voir un match des Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent. Et il a pris une photo avec la coupe. Et c'est tout à fait mérité pour lui d'ailleurs. Et selon les informations, là, les équipes peuvent se faire une réplique de la coupe. Donc, c'est quand même plaisant de voir qu'il y a un nouveau trophée dans la Ligue. Et ce trophée-là est partagé entre la Ligue collégiale D1 du côté des hommes. Le voici le trophée d'ailleurs. Oui, exactement. C'est de toute beauté, là. Et ce trophée-là est partagé entre la Ligue collégiale D1 masculin et féminin. Donc, ceux qui reprochaient au RSEQ de ne pas avoir un trophée du côté collégial féminin D1, eh bien, le dossier est réglé. Les deux ligues, ont leur trophée. Donc, les noms des équipes vont être gravés dessus là, avec les années. Donc, chapeau au RSEQ là, d'avoir enfin un trophée pour les deux ligues. Bravo. En effet, bien fait de le souligner. Je vais revenir rapidement, évidemment, sur la finale, là, ce que tu as mentionné. Je pense que tu as très, très bien résumé, mais le nom, pareil, là, ça a été Maverick Delisle, là, 8 points. Oui. Puis, en fait, en 2 matchs, parce qu'il y a un des matchs, il n'y a même pas de points. C'est formidable. Quel joueur de hockey, là, il a été excellent. Mais il reste que les Lions ont démontré, malgré le fait que 2 fois, Sainte-Foy prennent les devants 2-0 dans des matchs. Les Lions ont démontré qu'à des moments clés, puis tu l'as mentionné, l'avantage numérique a eu un impact tellement énorme là-dedans. Les Lions, quand la machine partait, tu dis, OK, on a compris pourquoi c'était la meilleure équipe de hockey collégial D1 cette saison. Les Lions l'ont démontré dans cette finale-là. Il y avait des moments où c'était un rouleau compresseur. Tu dis, OK, c'est un autre niveau. Et voilà, puis ils l'ont démontré. Exactement. Puis, tu sais, ils tiraient de l'arrière 2-0 après une période lors du premier match.
Après une période et demie même, parce que Oui, exact. les 5 Exact. buts là, dans le premier match, là, À partir de 12 minutes. ça s'est marqué en même pas 7 minutes. C'est ça. Bam, on vient. Puis 5 fois, il faut leur donner. Comme tu dis, il était remonté dans ce match-là. 5-3, 5-4. Ça prend un but dans un filet désert, mettre ça 6-4. Mais après ça, les 2 matchs qui ont suivi, encore une fois, là, à ce moment-là, on a vu un autre niveau parce que oui, ça finit 5-1 le deuxième. Le troisième, c'est ça. 2-0. Sainte-Foy n'a pas abandonné. Là, il mène 2-0. Mais encore une fois, Champlain-Saint-Laurent décide de passer à l'autre niveau, puis monte ça, puis on finit par gagner 5-2. Donc, franchement, là, du très, très beau travail. Ah, vraiment, là. Puis quand on regarde le premier match, ce sont 2 buts en avantage numérique. Exact. La Forêt et Fauchon, là. Et c'est ça qui a fait en sorte que Saint-Laurent est revenu dans ce match-là. Le premier but en avantage numérique, le troisième en avantage numérique. Et troisième, ça l'aide, là. Puis ensuite, tu regardes le deuxième match, les buts en avantage numérique, ça a été le troisième. Puis, tu sais, on regarde le deuxième match, là. Les 2 premiers buts de Champlain-Saint-Laurent, c'était à l'intérieur de la première minute. Ensuite là, c'était du 0-0. Chabot, bang, à 17-16, vient marquer le troisième en avantage numérique. Et Chabot a connu des séries éliminatoires là, de haute qualité, là, 8 points en 10 matchs. Et quand Chabot est arrivé avec Champlain-Saint-Laurent en plein milieu de la saison ou environ, c'est venu donner une autre dimension offensive à l'équipe. Donc, vraiment, là, chapeau aux Lions qui, vraiment, lors des moments clés des matchs, ont été en mesure de noircir la feuille de pointage et d'aller chercher des buts importants. Donc, chapeau. Ça a été toute une saison. C'est une année quasiment parfaite pour les Lions. Et puis, faut le souligner, Pierre-Cédric Labrie, à peine à sa 2e saison dans la Ligue collégiale, est allé chercher un championnat. Vraiment, là, chapeau à PC. On l'a dit même l'année passée, hein, c'était une équipe qui avait une identité claire. Donc, Pierre-Cédric Labrie a été capable d'imposer, je vais le dire comme ça, oui, d'imposer son identité puis à ce qu'il voulait de ses joueurs. Oui, il y avait du talent, mais il a fait des bonnes choses. Puis, j'ai l'impression qu'il a appris de l'année passée aussi. Rappelons-nous, il avait été éliminé par Sorel malgré, ça a été très serré contre Sorel. Ça a pris une remontée des rebelles pour aller chercher cette demi-finale-là. Puis, je parlais de Delisle l'année passée. Delisle, ça a tout le temps été un gars important, mais dans les 4 derniers matchs contre Sorel, il n'avait pas marqué de points. Je pense qu'il avait marqué un but dans le premier match de la finale, puis après ça a été tout. Il n'a pas été capable, après ça, de s'inscrire au pointage. Évidemment, il n'était pas seul, mais n'empêche, un gars comme Delisle a probablement appris de ça, probablement voulu, en tout cas, il y a peut-être ce qu'on appelle la fameuse croustille sur l'épaule. Il avait peut-être, puis à un moment donné, il est allé chercher, en tout cas, ce qu'il fallait pour vraiment s'imposer. Et on l'a vu d'ailleurs cette année, Champlain-Saint-Laurent, qui avait eu un bail évidemment en première ronde, dès leur entrée en scène, sont arrivés avec énormément d'intensité et des grosses performances rapidement. On a vraiment marqué très fort là, les séries éliminatoires. On arrivait avec beaucoup d'intention, beaucoup de concentration. On a joué du bon hockey. Ça a donné une victoire, comme on dit, là, assez probante là, dans ce championnat-là qui est hautement mérité de la part. Ah, absolument. Puis quand on regarde Champlain-Saint-Laurent, c'est un taux de réussite de 900 en séries éliminatoires. C'est incroyable. Et quand on regarde le taux de réussite en avantage numérique, 41,67 un taux de réussite de quasiment 93 en désavantage numérique, un différentiel de 29. C'est absolument magistral ce que cette équipe-là a réussi à faire. Et quand on regarde ça, là, c'est une équipe qui était à maturité, plusieurs finissants, et vraiment, là, c'est quand on dit une puissance qui voulait gagner et qui a appris de sa demi-finale contre Sorel. C'est exactement une situation parfaite qui décrit la transition de l'année passée à cette année. Et puis, vraiment, là, tout un travail. Puis,
aussi, bon, il y a certains joueurs n'ayant pas nécessairement noirci la feuille de pointage qui ont fait tout un travail aussi. Je pense à Christophe Sanson, je pense à des joueurs là, comme Malcolm Dumont aussi, là, qui a quand même été chercher 7 points en 10 matchs en série. Ils ont fait tout un travail. Puis tu regardes leurs résultats, Philippe, là, dans leurs séries éliminatoires. Tu parlais d'intensité, tu parlais de s'imposer dès le début. Écoute, ils ont accordé 2 buts aux Cougars du Collège Champlain et Knoxville dans la première série. Ont marqué 15 buts en 3 matchs dans la première ronde. Écoute, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. Là. Puis ensuite, contre les Janois, ça a été très serré dans les 2 premiers matchs. Et ensuite, ils ont dit merci les Janois de nous avoir donné de l'adversité, une victoire de 5-0. Tu sais, là, c'est absolument phénoménal ce qu'ils ont réussi à faire du côté de Champlain-Saint-Lawrence. Et du côté de Sainte-Foy, c'est une équipe qui n'a pas à rougir de sa performance. Ils ont connu de très belles séries éliminatoires. Ça a été vraiment là, tout un travail de la part de Francis Laterreur, de Philippe Tremblay et de toute leur équipe, du jeu de très haute qualité. Je pense à Beaulieu, Fontaine, Groubissa, La Rochelle, le gardien de but Justin Giguère qui a connu de très, très bonnes séries éliminatoires, lui aussi. Alors, vraiment, là, ce sont deux très bonnes équipes qui se sont rendues jusqu'au bout et la meilleure équipe a gagné. C'est tout simplement ça. Puis je pense pas que Sainte-Foy, c'est sûr que Sainte-Foy aurait voulu gagner. Oh, on voit de la petite visite. La visite, là, il aime bien ça. Ça venait c'est ça. Puis, tu sais, du côté de Sainte-Foy, c'est sûr qu'ils se sont dit, ça va être un défi de taille d'aller chercher cette série-là. Mais ils pensaient peut-être être capables de le faire, mais c'était pour être une mission difficile. Exact. Tu sais, rendu là, tu te dis, c'est jamais ce qui va arriver. Mais écoute, ça a été de superbes séries éliminatoires dans la Ligue collégiale D1. On a eu des très belles rondes de séries. Je pense notamment à Alma contre Thetford, je pense. Ou en tout cas, il y a eu des très belles rondes. Sorel a bien joué, Thetford, Alma. Donc, vraiment, là, c'est le hockey collégial qui peut être gagnant de ce type de saison et de ce type de séries éliminatoires. Vraiment, là, chapeau à toutes les organisations. Oui, vraiment, vraiment, un gros chapeau, une belle saison. Puis, tu sais, ça nous permet tout le temps, en plus les séries avancent, d'apprendre à connaître aussi un paquet de joueurs qui se démarquent. On l'a dit. Puis oui, c'est une équipe à maturité, les Lions, en effet. Mais tu sais, il y a des jeunes, tu as parlé de Dumont, mais tu sais, il y a des Laforêt, Tremblay, là, ça n'a pas fini, ça. Donc, tu sais, de la belle expérience de ce côté-là. Tu as parlé de Sainte-Foy. Moi, cette année, là, j'ai découvert un Dylan Grubissa, des joueurs comme ça, que c'est intéressant. Noah La Rochelle, vraiment, qui a été un marqueur de but assez intéressant à surveiller aussi. Donc, franchement, une belle saison de hockey. On en a parlé évidemment toute l'année. Ça a été serré à plein de niveaux. Oui, il y a des équipes qui ont fini par se détacher en fin de saison. Là. On voyait le groupe de tête qui a finalement, disons, c'est la crème là, qui a fini par remonter. Mais on a eu du beau hockey, du hockey intéressant parce que la parité était là, parce que les matchs avaient une valeur. À partir de Noël, là, ça a été évidemment toute l'année, mais à partir de Noël, on avait tellement des belles batailles pour les éliminatoires, pour se positionner. En tout cas, on peut le dire, c'est une belle ligue, c'est une ligue en santé. Franchement, de voir que justement, il n'y a pas des équipes qui partent en haut, des équipes qui sont complètement larguées dans cette ligue-là année après année. C'est vraiment, là, on le voit, il y a un cycle. Évidemment, il y a des équipes qui ont à se rebâtir, mais ça se fait pas. C'est pas il n'y a pas des programmes là, qui vraiment tirent de la patte. Là. C'est vraiment une saison, il faut que je me refasse, mais après ça, je vais revenir. Donc, ça va être intéressant parce que l'an prochain, on risque d'avoir du nouveau monde. Là. Regarde, Sorel, ça fait 2 ans qu'on les voit là. Champlain-Saint-Laurent, ça fait 2 ans là, qu'on les voit comme équipe de grosses têtes, mais vont perdre des très gros morceaux. Là. Fait que là, ça va être de voir. On va les remplacer par qui, ces gens-là? Quelles équipes vont prendre le dessus? Fait que j'ai vraiment hâte pour ça. Du côté de Sorel, je pense à Donovan Cote et
à Chad Prebzel, à Léo Saint-Michel, qui, tu sais, là, qui ont marqué cette ligue-là, qui ont marqué leur organisation. Tu sais, du côté d'André Laurando, je pense à un loup Olivier Charland, qui a été un joueur important dans cette équipe-là. Tu sais, du côté de St. Lawrence, bon, on pense surtout là, à des Chabot, à des Bello. Est-ce que Malcolm Dumont va faire la LHJMQ l'année prochaine? C'est une question à se poser. Donc, puis il y a plusieurs joueurs qui vont évoluer, que ce soit au niveau dans un plus haut niveau, qui joueront peut-être dans la Ligue universitaire des deux, qui, j'espère, va continuer à grandir et qu'il y aura d'autres équipes qui vont se joindre aux 4 formations qui se trouvent là actuellement. Donc, ça, c'est honnêtement, puis je veux pas m'étaler trop longtemps sur ce sujet-là parce que tout le monde en parle à chaque année, mais la Ligue universitaire D2 se doit de grandir, d'avoir plus d'organisation, d'avoir plus d'équipes, parce que ça va être souvent là les meilleurs débouchés pour les joueurs du hockey collégial, même qu'il y a certains joueurs du hockey collégial Division 2 qui se trouvent des équipes dans lesquelles évoluer au niveau universitaire des deux. Donc, tu sais, je veux dire, il va falloir qu'il y ait une certaine continuité, puis je sais que Patrick Lapointe de l'ETS en parle souvent sur ses réseaux sociaux. Il va falloir qu'il y ait des débouchés là. Donc, il y a du travail qui est fait. Il y a du travail qui est fait pour faire avancer les choses. Une équipe de hockey, un programme de hockey, c'est relativement coûteux, même si c'est D2, c'est pas D1, c'est un autre niveau, là, évidemment, mais D2, ça reste. Fait que il faut ramasser les choses, il faut s'organiser, évidemment. Fait que faut donner le temps aux organisations. Mais on l'a vu, regarde, l'UQAC qui s'est organisé puis a fait un beau programme, là, c'est vraiment structuré. L'UQO qui est rentré dans la course ou en tout cas rentré dans la ligue. Puis, tu sais, c'est un niveau d'investissement qui est intéressant pour les plus petites universités de se positionner comme ça. Puis peut-être que ça va être un tremplin pour éventuellement une ligue québécoise, là, parce qu'on le sait qu'en D1, les équipes masculines jouent en Ontario. Et gagne en Ontario. Fait que peut-être les Ontariens, un jour, vont être tannés de les voir là. Et pensez pas que c'est juste une blague. Là. Il y a effectivement, des fois, ça arrive là, qu'ils peuvent être tannés de voir les Québécois là. Ils sont pas obligés de les accepter. Fait que si ça pourrait arriver, à un moment donné, tu as besoin de créer, bâtir des programmes. Ça se fait tranquillement, pas vite, puis c'est des bons signes de voir que des petites universités sont capables de mettre sur pied ce genre de programme-là, et c'est un débouché pour nos joueurs collégiaux D1 de pouvoir rester au Québec, continuer d'étudier au Québec, d'être chez eux, puis tout en jouant du bon hockey. Faut donner la chance à ces structures-là de grandir, puis de voir que ça fonctionne dans des universités comme en Outaouais puis à Chicoutimi. Je pense que ça peut juste être bon signe pour un paquet d'autres programmes qui voudraient investir de la même façon sans nécessairement tout de suite entrer en D1. Je peux penser à l'UQAM, que ça fait longtemps qu'ils travaillent pour essayer d'aller en Division 1. Puis, parce que c'est même pas évident, même s'ils se partaient un programme demain matin, l'UQAM, qu'est-ce qui dit que l'Ontario veut les prendre? Qu'est-ce qui dit que l'Atlantique veut les prendre et les rajouter? Donc, c'est pas clair ça non plus. Fait que c'est pas une évidence de juste dire je me pars une équipe puis c'est beau, j'embarque dans la ligue que je veux. Non, il faut que les ligues acceptent. Fait que comme il n'y a pas de ligue D1 RSEQ, ben peut-être que ça peut être une belle option de s'organiser, structurer une bonne D2, puis à un moment donné, par défaut, il y a des programmes qui vont devenir plus puissants, mieux organisés. Et ça va peut-être valoir la peine à ce moment-là de ramener tout ce monde-là sous le giron du Québec, du RSEQ. C'est à voir, ça va prendre un certain temps, mais oui, on en veut puis on en veut plus. Puis la preuve, c'est qu'on est capable de le faire fonctionner. Il y a des universités qui le font très, très bien. Effectivement. Donc, c'est un dossier qu'on suivra. Mais une chose est certaine, l'UQO, c'est vraiment surprenant. Ils font tout un travail. Oui. J'ai hâte de voir la suite des choses, Philippe, là, parce qu'éventuellement, il faudra avoir des débouchés pour les joueurs de la Ligue collégiale D1 et même que certains joueurs D2 pourraient jouer là. Absolument, absolument. Tu sais, c'est important parce que ça fait partie d'une mentalité, d'un ensemble où est-ce que garder nos étudiants athlètes ici,
Évidemment, les meilleurs des meilleurs, de toute façon, ils vont aller dans les meilleures ligues au monde. Là. C'est pas ça. L'enjeu, c'est, tu sais, souvent, là, puis j'ai ces discussions-là avec le basket, avec le football. Il y en a qui ont la mentalité de comprendre que c'est de vouloir absolument retenir les meilleurs ici puis les empêcher d'évoluer. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a aucun rapport. C'est vraiment juste une question de dire nos étudiants athlètes, au lieu de simplement, via le sport, les envoyer ailleurs parce qu'on n'a pas les structures pour les garder ici, c'est de dire, ben oui, les meilleurs des meilleurs vont partir. C'est normal. De la même façon que les meilleurs des meilleurs joueurs de hockey tchèques qui ont le goût de venir jouer dans la Ligue junior majeure du Québec ou dans les ligues canadiennes. C'est normal, ça. Mais ça reste quand même marginal en termes de nombre. Là, c'est plus marginal. C'est que les débouchés, à part pour 3 équipes de niveau D1 universitaire, les débouchés de haut niveau de hockey, c'est ça. Fait que tu as 3 équipes, si tu n'es pas dans ces 3 places-là, ton hockey tout en allant à l'école et probablement ailleurs qu'au Québec. C'est pas correct, c'est pas normal parce que c'est des cerveaux qui s'en vont. Pensez pas qu'ils reviennent tous, là, ces gens-là. Donc, c'est important là, que le sport se développe. Mais les gens qui sont à la tête de tout ça le savent. Fait que là, l'idée, c'est de ramener tout ça puis d'inciter les institutions à investir là-dedans en sachant que c'est 1 pour 1, ça a l'air d'une perte, au sens où est-ce que si j'ai investi dans le hockey, ben je ne fais pas nécessairement de l'argent avec mon équipe de hockey. Mais par contre, à la fin, c'est des étudiants qui viennent chez nous, qui continuent d'évoluer chez nous et ultimement deviennent des actifs pour notre société au Québec. Fait que ça, c'est important. Là. Effectivement. C'est une belle conclusion de saison, puis on va suivre la suite des choses, Philippe. Absolument, absolument. Fait que là, oui, on te souhaite un bon été. Oui, il va y avoir l'été, tu l'as dit, par contre, il y a des choses qui vont peut-être se suivre. Fait qu'on continue de s'écrire, puis on annoncera ce qu'il y a annoncé s'il y a lieu. Mais en attendant, je te souhaite un excellent été. Profites-en bien. Je sais que tu vas être occupé, Tristan. Donc, saison de baseball qui commence bientôt. Donc, voilà. Fait qu'il y a toujours quelque chose. Fait que, garde, Tristan, un gros merci. Ton travail est, en tout cas, je le sais qu'il est apprécié par des gens à l'extérieur, mais je ne peux qu'en parler qu'en mon nom. Franchement, c'est du haut de gamme. Tu es un vrai professionnel dans la façon dont tu fais les choses. Oui, tu travailles pour André Laurando, mais en même temps, ton analyse se veut juste, se veut vraiment faite de manière le plus objective possible. Puis ça, c'est apprécié. L'information que tu amènes, la rigueur que tu mets à analyser et regarder les matchs, franchement, c'est ultra apprécié. C'est ce qui fait la qualité de ce podcast, franchement. Et j'envoie la même chose à Denzel, là, même s'il n'est pas là actuellement, mais ces qualités-là, les deux, vous les avez. Puis franchement, c'est ultra apprécié. Un gros merci, Tristan, encore. Merci à toi, Phil. Puis merci aux organisations aussi pour leur travail. Là. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec certains entraîneurs dans la Ligue lorsqu'ils viennent jouer au Centre Gadebois. Et c'est toujours apprécié, les discussions d'avant-match. Et ça nous aide aussi dans la qualité de notre travail. Et merci aux gens qui nous suivent pour les bons mots. Donc, on se dit à la prochaine. Yes, salut. Merci, salut. Alors, entrevue de la semaine, on reçoit cette semaine de l'équipe de flag football de l'Université de Montréal, Elisabeth Ashkar. J'allais dire des Carabins, je fais toujours la faute, entre guillemets. Peut-être qu'un jour, ce sera les Carabins. On vous le souhaite, en tout cas. Elisabeth, bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. J'imagine que toi, ça va bien. Vous venez de gagner le championnat national, collégial, en tout cas, collégial et universitaire mélangés ensemble. Ça s'appelle le championnat universitaire, pas universitaire, mais le championnat collégial de flag football, de Football Canada. Ouais. Long story short, vous êtes championne de flag football au pays. Mais là, toi, recrue cette année au niveau universitaire, mais ça reste quand même ton deuxième championnat de suite. Parce que tu l'avais gagné avec les Nomades de Montmorency l'an passé. Ouais, non, on avait gagné l'année passée à Montréal. Il y avait invité des cégeps parce que c'était à Montréal. Mm-hmm. Puis, mais honnêtement, c'était 2 tournois complètement différents. Là. Oui, c'était le même titre, mais j'arrivais dans 2 équipes différentes, 2 momentum différents. À un moment, on voulait arriver là pour performer, battre notre positionnement, notre classement de l'année d'avant. Puis là, cette année, on arrivait avec Montréal
avec l'or dans la mire. Là, fait que c'était vraiment 2 tournois différents. Pourtant, les deux, je les ai vraiment aimés. Là. Ouais. Ben, parlons-en justement de cette année parce que en saison régulière à l'automne, Concordia est devenue pour la première fois championne alors que c'était tout le temps l'Université de Montréal qui avait gagné. Y avait-tu un petit quelque chose à aller chercher? Est-ce que vous vous êtes motivé du fait que vous aviez perdu avant de ça ou vous avez été capable de complètement écarter? Ben, en fait, vous aviez l'intention d'écarter l'affaire puis recommencer à zéro. Comment quel impact ça avait justement de ne pas avoir gagné pendant la saison régulière? Ben, c'est ça, je pense qu'au contraire, ça a eu un bon impact parce que tu veux pas perdre 2 fois en finale contre la même équipe. Là. Fait que, ouais, on a pris toute cette, tu sais, comme tout ce qu'on a pu apprendre de cet automne, ça n'a pas fini de la façon qu'on voulait, mais on a travaillé cet hiver, on a ajusté plein de petits trucs, on a amené des nouveaux jeux, des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de faire, puis on arrivait prête pour battre Concordia, puis veut pas, on joue souvent contre les mêmes équipes, fait que cet hiver, on avait une ligue à Joliette où on a rencontré justement Concordia 3 fois. Donc, ça nous donnait quand même une bonne préparation pour les championnats canadiens qui était notre but ultime, là, fini une fois passé l'automne. Puis pour toi, bien évidemment, il y a eu une transition du fait, oui, collégial à universitaire, mais de collégial à universitaire, c'est parce que vous vous mettez à jouer du flag à 5. Puis en même temps, avoir le feel aussi un peu du niveau de jeu qui n'est pas le même. Le radio universitaire, c'est un autre niveau. Comment ça a été pour toi, cette transition-là? Ça a-tu été facile? Est-ce que tu sens que justement pendant la saison, bon, tu as appris des choses, tu as vécu des moments, puis tu les gères différemment? Ça a été quoi pour toi, ça? Ouais, c'est sûr que passer du 7 contre 7 en 5 contre 5, c'est différent, même au cégep parce qu'on joue en 5 contre 5 l'hiver. Ouais. Mais passer du 5 contre 5 collégial au 5 contre 5 universitaire, c'est totalement différent parce que les équipes pratiquent ça à l'année longue. Fait que tout le monde est vraiment plus rodé. Tu sais, comme les passes pour les fenêtres les fenêtres pour les passes, justement, sont vraiment plus petites. Tout doit être vraiment plus précis. Les lectures doivent être presque automatiques. Quand tu vois le jeu, tu sais un peu déjà, quand tu vois la défense devant toi, où ça se dirige, au moins tes 2 premiers reads. Fait que c'est sûr que c'est vraiment plus rodé. Puis, tu sais, j'arrivais là alors que les autres équipes, ben, il y avait quand même une base d'établie dans leur défense. Fait que c'est sûr que ça a été beaucoup d'ajustements au niveau des lectures parce que tout est plus vite que dans du 7 contre 7. Puis, tu sais, au courant de l'automne, ben oui, ça devient plus facile. Mais c'est vraiment, je pense, dans le off-season que ça a plus décliqué personnellement là, avec l'équipe. Et arriver comme une carrière, veut pas, c'est un poste névralgique, là, puis particulièrement important au foot et au flag. Arriver là comme recrue, est-ce que c'est intimidant au début d'arriver là puis de gérer l'attaque? Tu sais, si t'es receveuse, ben, je fais mes routes. Des fois, si je reçois le ballon, évidemment, je veux le passer. Mais là, tu as un rôle de leadership à prendre en partant, mais avec des filles qui sont des vétéranes et tout. C'est comment pour toi d'imposer ce leadership-là sur le terrain tout en étant une recrue? Ça a-tu été une adaptation pour toi aussi, ça? Ouais, ben c'est sûr que c'est un autre rôle. C'est vraiment, c'est vraiment un des rôles principaux d'une corps arrière aussi, de leader l'attaque. Cet automne, c'était moins évident parce que justement, je rentrais dans un nouveau système. Il fallait que moi, personnellement, j'apprenne les jeux, puis comment que l'école allait se faire, puis comment le jeu fonctionne. Fait que c'était difficile aussi de transmettre ce leadership, mettons, au terrain. Mais ouais, surtout quand tu rentres dans une attaque qui performe autant que celle de Montréal, c'est vraiment des vraiment bonnes receveuses, mais ils m'ont beaucoup aidé parce que justement, ils sont habitués, ils roulent ce système-là, puis ils ont une vraiment bonne vision. Fait que c'était vraiment de s'appuyer aussi sur mes receveuses qui connaissaient déjà pas mal la game. Puis justement, là, puis je continue avec justement ce qui s'est passé pendant la saison. Est-ce qu'il y avait une pression du fait de justement d'être avec Montréal, l'équipe qui était toujours championne? Est-ce que ça amenait une pression de plus de sentir il ne faut pas qu'on soit la gang qui perd le premier championnat ou quoi? Est-ce que vous aviez ça en arrière de la tête quand vous êtes arrivé là? Puis je comprends que tu ne veux pas avoir la mentalité je ne veux pas perdre, tu dis je veux gagner, mais il reste qu'il y a une pression, on dirait, qui vient avec ça. Je ne sais pas, je te le demande, puis je pourrais même en parler.
de la connexion que tu as avec Anne-Frédérique Tardif aussi, que tu as développé beaucoup, vous ameniez là. Encore là, recrue elle aussi. Fait que cette connexion-là, amener ça à un autre niveau, dire est-ce que c'est notre rôle d'amener cette connexion-là à devenir l'équipe, comment je pourrais dire, devenir centrale dans l'équipe de Montréal pour continuer à faire gagner. Tout ça, là, est-ce que ça a eu un impact ou vraiment c'est juste bon? Concordia était meilleur que vous autres à l'automne, puis that's it, puis on passe à d'autres choses maintenant. Comment ça s'est vécu? Ben, c'est sûr que veut pas, tu sais, comme Montréal, il avait gagné depuis le début. Mm-hmm. Tu rentres là, puis tu vas à Montréal parce que tu veux gagner, tu veux être entouré des meilleurs receveurs, des meilleurs coachs. Fait que oui, c'était présent de comme, OK, je veux pas que notre année, ça soit la première qui perde, mais en même temps, tu veux gagner en tant qu'athlète, mais tu peux pas toutes les gagner non plus. Puis, tu sais, à Momo, c'était un peu la même chose. On gagnait on a gagné nos 3 années d'affilée. Fait que j'avais déjà un peu cette pression de comme, ben, savoir comment jouer ou mieux gérer cette pression-là, je l'ai vraiment appris à Momo. Fait que rentrer là, c'était plus de l'adaptation. Oui, je voulais pas perdre, mais c'était plus que je voulais gagner, puis comme ça arrive de perdre, et cette fois-là, Concordia, comme tu l'as dit, était meilleur que nous en finale, nous a battus, puis on a appris de ça, puis championnat canadien, ben, on s'est assuré de ne pas refaire les mêmes erreurs. Parlant d'apprendre de ça, tu as regardé, évidemment, l'autre côté, c'était Sarah Parker qui était là, qui a un nom dans le monde du flag chez les filles. Tout le monde connaît Sarah Parker, puis est-ce que tu arrives à t'inspirer, mettons, d'une joueuse comme elle après l'avoir affrontée dans une finale, puis là, à voir comment elle gère ces choses, ou c'est tellement on s'occupe de gérer soi-même d'abord et avant tout, ou tu arrives justement peut-être à t'inspirer, ou je ne sais pas si c'est prendre des hints techniques ou plus voir comment son attitude allait. Est-ce que tu arrives à t'inspirer de joueuses comme ça en les affrontant? Ben, en les affrontant, pas vraiment, parce que je regarde pas toujours ce qui se passe quand je suis sur le banc. Je suis plus concentrée à parler puis à faire des ajustements et tout. Mais c'est sûr que quand je regarde des parties ou même avant de rentrer à l'université, je les regardais, puis Sarah Parker, sa précision et juste ses balles sont parfaites, là. Puis sinon, ben, Sandrine, qui est ma coach à Montréal, ben, je la regardais jouer tout mon cégep, ben, c'est Sandrine qui lançait à Montréal, puis c'est sûr que j'ai toujours voulu aller à Montréal, fait que il y a beaucoup de Sandrine que je regardais, puis dans son exécution, puis comme son calme sur le terrain, c'est sûr que ça m'inspire beaucoup, là. J'ai vu, bien évidemment, avec les années, je vois des vidéos sur les réseaux sociaux et tout. Il y a beaucoup de monde qui travaille avec QB Movement. Est-ce que faut passer par là? Est-ce que toi, tu as des coachs on the side avec qui tu travailles dans l'off-season ou c'est vraiment avec ton équipe tout le temps? Ça a tout le temps été des coachs de ton équipe, c'est avec eux autres que tu travailles? Ou tu vois justement d'autres qui s'en vont travailler avec d'autres coachs, on va peut-être prendre d'autres types de trucs ou d'autres types de manières de se développer. Comment tu travailles avec ça, toi? Ben c'est sûr, personnellement, j'ai toujours plus travaillé avec mes coachs de mes équipes. Puis j'essaie de prendre des conseils de chaque coach qui me coachait, autant au secondaire, Team Québec, cégep, université. J'essaie de prendre tout ce qu'on peut m'amener. C'est sûr que prendre des reps, c'est la meilleure des choses. Mais en saison, je veux vraiment plus gagner que m'améliorer techniquement. C'est sûr que dans l'off-season, c'est le temps de faire ça. Puis cet été, je vais être axée sur ça. Mais en équipe, pendant la saison, pratiquer avec son équipe, j'ai l'impression qu'être rodé en tant qu'attaque, il n'y a rien qui vaut mieux que ça. C'est sûr que je me concentre plus là-dessus pendant qu'on joue. Là, arrive le championnat canadien. Bon, on vient d'en parler comme quoi vous avez gagné. Cette route-là dans le championnat canadien cette année, est-ce que vraiment, comment vous avez pris ça? Est-ce que c'était, tu as parlé que l'objectif c'était l'or, mais veut pas, faut se préparer match par match et tout. Comment ça s'est matérialisé pour vous autres, cette préparation-là? En fait, vous partiez en Saskatchewan pour le faire, alors qu'habituellement, ça se passe à peu près tout le temps ici. Est-ce que ça a joué, ça, dans votre préparation? Après ça, comment vous deviez attaquer chaque équipe, veut pas? Est-ce qu'il y avait des choses spéciales que vous avez dû faire? Mais ça, c'était une logistique de partir en Saskatchewan. Mais je pense que ça l'a rajouté à l'expérience parce que là, on était juste en équipe. On était dans notre bulle à nous. Puis on a vraiment... on se retrouvait plus en tant qu'équipe.
Puis, c'est sûr que le game plan est venu changer beaucoup. Là. Les coachs ont vraiment bien planifié ça. Puis, on a la chance aussi de jouer contre les meilleures universités directement au Québec. Fait qu'on avait déjà, c'était pas inconnu l'UQAM, c'était pas inconnu Concordia. C'est sûr que les équipes vont pas nécessairement sortir leur meilleur ou leur nouveau jeu au Québec, par exemple dans notre ligue d'hiver. Fait qu'il y avait encore de la surprise sur certains jeux ou certains calls. Mais en gros, c'était quand même, on savait ce qu'on devait faire pour gagner, puis rendu là, c'était rendu à l'exécution, puis qui va faire le moins d'erreurs dans chaque équipe. Puis finalement, on a bien exécuté tout ce qui avait été planifié, puis tout ce qu'on avait travaillé depuis l'automne. Puis justement, à force de jouer, justement, où est-ce que, tu sais, bon, on le sait, l'UQAM, vous autres, Concordia, tu sais, formez généralement les trois équipes de tête là, dans ces championnats-là. À un moment donné, c'est juste une question d'exécution cette journée-là ou il y a encore de la petite stratégie qui fait la différence ou est-ce que vous gardez des jeux truqués ou juste, tu sais, vous savez que telle fille mentalement contre telle autre, tu sais, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. À quel point, là, ça va chercher des petits détails ou c'est juste, regarde, on exécute parce que c'est ça qui va faire la différence. On n'a plus de surprise une pour l'autre, on n'a plus de secret vraiment. Non, au contraire, je pense qu'il y a encore de la surprise. Aussi parce que cette année, nous, notre attaque était quand même... j'arrivais dans l'attaque qui est quand même différent et tout. Fait qu'il y a quand même beaucoup de surprises. Puis nous, pour notre part, on a quand même beaucoup changé par rapport à l'automne. Puis c'était de voir si la défense adverse allait s'ajuster. Et de ce que moi, j'ai vu au championnat, pas mal toutes les défenses ont amené quelque chose de nouveau, ont amené des nouveaux looks, des nouveaux jeux. Fait que c'est de voir... c'est vraiment... de voir les faiblesses où genre, on peut peut-être attaquer ça, puis là, tu l'essayes, finalement, ça fonctionne, OK, on retourne là. Mais, ouais, il y a beaucoup de planification d'avance, mais aussi pendant la game, voir ce qui fonctionne pas. Puis, comme tu dis, des fois, ça va fonctionner cette partie-là, puis d'autres fois, ça fonctionnera pas avec une telle joueuse. Fait qu'on passe à autre chose. Là, évidemment, tu travailles avec des nouveaux coachs du fait que tu es passé de Montmorency à Montréal, mais ça reste des coachs de très haut niveau, là, que ce soit de François Deslauriers, que ce soit des Jardins, bref, il y a un paquet de coachs de haut niveau avec qui vous finissez par travailler. C'est des coachs de très haut niveau au point où c'est du niveau équipe du Québec, équipe du Canada et tout. De travailler avec ces gens-là, est-ce que ça donne l'impression justement que le rêve peut-être olympique, parce qu'il faut en parler, là, vu que le flag aux Jeux olympiques en 2028, est-ce qu'on le sent plus proche dans ce temps-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on se dit, OK, tu sais, je sais que je suis à cette hauteur-là, je suis avec les meilleurs, je travaille déjà avec les meilleurs, j'ai la chance de justement gérer une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe au Canada au niveau de l'attaque. Est-ce qu'on se sent proche d'un niveau olympique ou en tout cas du sommet comme ça quand on a la chance de travailler avec des coachs de ce niveau-là? Oui, mais c'est sûr que d'être aussi bien entouré que je le suis, c'est vraiment un privilège. Là, genre, j'en apprends à tous les snaps, tous les jeux. C'est beaucoup de savoir et comme j'essaie d'en prendre le plus possible parce que c'est ça qui va me rendre meilleur. Mais ouais, les Olympiques, c'est... Tu sais, comme n'importe quel athlète va rêver de représenter son pays, je pense. Fait que c'est sûr que ça il y a ceux qui y rêvent, puis il y a ceux qui peuvent y croire. Tu sais, moi, j'ai rêvé de bien des affaires dans ma vie, puis j'ai compris assez vite que je n'allais pas y arriver. Tu sais, t'es quand même, il y a quand même une fenêtre là, de comment je peux dire, d'opportunité qui est peut-être là. Ouais, je peux juste espérer, puis je vais tout faire pour être sur cette équipe-là en 2028. Puis, ouais, ça va être de travailler puis de focusser là-dessus. C'est sûr que j'aimerais ça. Là. Je dirais pas non, c'est sûr. Là. Puis, est-ce que, puis là, je vais dire vous, parce que j'imagine en gang, il y a peut-être il doit commencer un petit buzz par rapport autour de ça, au sens où est-ce que, bon, comment on se prépare pour éventuellement arriver au prochain niveau, arriver peut-être justement à faire une équipe nationale comme ça, à faire l'équipe peut-être pour aller aux Jeux olympiques. Est-ce qu'il y a des préparatifs spéciaux tranquillement, pas vite, qui se placent ou c'est même déjà en place pour dire, autant vous entraîner en groupe ou vous entraîner, toi t'entraîner toute seule pour dire, OK, pour le prochain step, je ne peux pas juste continuer de jouer au flag, il y a peut-être d'autres choses à faire autour là, qui vont m'amener à grandir encore plus. Ouais, c'est comme
c'est sûr qu'on va bénéficier de tout ce qui est flag football quand on le fait à l'université ou quoi que ce soit. On apporte ça dans notre jeu de tous les jours. Ça va dépendre aussi de Football Canada, leur format qu'ils décident de faire pour préparer justement cette équipe nationale-là. Mais individuellement, assurément qu'il faut mettre du travail pour être la meilleure à sa position et faire cette équipe-là. Il y a un gros bassin au Québec de ces joueuses-là qui espèrent être sur cette équipe-là. Fait que c'est sûr que toi, personnellement, moi, personnellement, il faut que comme je m'entraîne puis que en équipe, on veut tout faire ça. Fait que c'est sûr que on s'encourage puis c'est juste ouais, c'est ça. Est-ce que, vous vous encouragez, mais est-ce que vous avez commencé justement avec vos coachs là, à dire, OK, on pourrait commencer à se faire des groupes pour aller s'entraîner en plus ou tout simplement, ça se fait, comme tu as dit, à partir de toute façon, vous avez de l'entraînement en masse à faire là, à l'université. C'est pas comme si vous avez besoin, mais est-ce que ça parle de dire, OK, les joueurs vraiment élites, là, puis à la limite même peut-être de travailler avec des filles de d'autres équipes, là, et commencer à dire, on va se faire des groupes, on va aller au parc, on va faire des sessions de plus avec des coachs spéciaux ou quoi que ce soit. Est-ce que ça commence à se faire? Est-ce que ça existe, ça? Oui, on voit de plus en plus de coachs, mettons, de technique, receveur, DB, QB aussi. Puis sinon, l'autre aspect du flag football au Québec, c'est les équipes civiles. La plupart d'entre nous sommes dans une équipe civile, puis là, on peut compétitionner dans les tournois à l'extérieur ou les nationaux seniors qui sont à Montréal justement cette année. Mais c'est une autre façon de se développer, avec une équipe civile. Tu vois d'autres joueuses, tu joues contre d'autres joueuses aussi qui sont hors du circuit universitaire ou dedans. Puis, c'est de se développer aussi, d'essayer d'avoir le plus de reps possible, ultimement. Puis, est-ce que... Parce qu'on fait souvent le lien, évidemment, avec le foot, puis c'est les gars qui jouent au foot plus. Puis est-ce que les personnes qui travaillent avec des coachs de football versus coach de flag football, est-ce qu'il y a une différence là-dedans? Parce que, bon, évidemment, la game, c'est pas exactement la même chose. Là. En partant, tu frappes pas, c'est différent. Il y a cet élément-là, mais au-delà de ça, tu sais, courir des tracés, le terrain n'est pas le même, courir des tracés, c'est différent. Pour une carrière, justement, du fait que tu n'as pas une ligne en avant de toi à regarder autour, essayer de te faire de la place, c'est différent, mais c'est un rusher qui s'en vient, puis elle s'en vient vite. Fait que comment vous travaillez différemment? Tu sais, l'aspect technique qui pourrait être relié à juste l'aspect, bon, je lance un ballon, il y a une mécanique, tu sais, ça reste lancer un ballon, versus le côté, non, il faut que je travaille en flag, je joue justement pas au football, je joue au flag, ça se travaille différemment. Arrivez-vous, tu sais, c'est-tu spécialisé à ce point-là, le niveau de coaching que tu peux avoir individuel là, par rapport à ça? Puis évidemment, je ne parle pas avec ton équipe parce que vous pourrez travailler en flag, là, mais quand tu arrives à travailler individuellement, à améliorer des choses, un coach de football pourrait-il arriver demain matin puis dire OK, je m'en viens te coacher puis tu vas apprendre d'autres trucs qui vont vraiment te servir ou ça te prend un coach de flag pour te permettre de travailler? Mais dans les dernières années, il y a plus ça, justement, les coachs de flag. C'est sûr qu'un coach de foot va connaître, comme tu dis, les bases, comme attraper un ballon, ça reste attraper un ballon, lancer un ballon, ça reste lancer un ballon. Mais tout ce qui est, dans un terrain de flag 5-5, c'est vraiment plus petit. Fait que tout ce qui est cut, tout ce qui est lecture, tout est vraiment plus précis. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fenêtres d'espace. On joue à 5 contre 5 dans à peu près le tiers de la largeur. Fait que c'est vraiment plus précis. Tout ce qui est cut n'est pas nécessairement de la même façon. Puis l'autre aspect aussi, comme tu dis, c'est qu'il y a juste une rusher qui court à partir de cette verge. Fait que ce temps-là, il est prédéterminé d'avance. Il n'y a pas de jeu qui peut nécessairement s'étirer ou très rarement. Puis, c'est de faire ses cuts au bon moment et de se revirer exactement au bon moment parce que la fenêtre de temps et pour le ballon est vraiment plus petite, mettons, qu'au foot. Là. Est-ce que ça fait que tu sens que tu dois, puis ta receveuse, évidemment, vous devez anticiper où est-ce que ça va se passer encore plus, parce que justement, la fenêtre n'est pas grande. T'espères que la fille a battu sa couvreuse, puis parce que toi, tu as le temps X, puis tu lances le ballon-là, tourne-toi, le ballon est déjà là. Est-ce que vous sentez justement cette vitesse-là que ça demande, la 5 contre 5, oblige à avoir un peu plus d'anticipation sur les choses plutôt que juste attendre que, OK, elle est prête, c'est beau, là, je peux y lancer le ballon, qui était peut-être
plus possible, là, pas que ça l'est tant que ça, mais peut-être un peu plus possible au niveau inférieur. Oui, ben c'est sûr qu'au 7-7, on joue sur des gros terrains, fait qu'il y a vraiment plus cette notion d'espace-là. Mais 5-5, ouais, non, faut lire, faut que tu lises la même chose que ta receveuse, puis il faut que tu planifies déjà ce que tu vas faire avec le ballon. Ouais, c'est vraiment plus petit comme temps de réflexion puis de temps de lecture, là, d'où une grande adaptation de passer du 7-7 au 5-5. Puis la connexion avec des joueurs. Je n'ai parlé tantôt je sais que toi et Anne-Frédérique Tardis, il y a quelque chose qui s'est bâti depuis un certain temps, mais tu n'avais bâti avec d'autres joueuses aussi qui sont rendus soit à l'UQAM ou maintenant à Concordia qui bossent tu vas jouer contre d'autres. Mais former aussi d'autres connexions avec des nouvelles coéquipières. À quel point, justement, ça, c'est difficile à faire, même si le talent est là, des fois. Il y a du monde avec qui ça clique, tout de suite, il y en a d'autres avec qui ça prend un peu plus de temps. As-tu vécu ça, toi? Y a-tu des joueurs, justement, où est-ce que tu dis, oh, OK, là, ça a marché vite versus d'autres que tu le savais qu'elle était bonne, là, le problème n'est pas là, c'est juste, tu dis, me semble, on n'arrive pas à se connecter puis à arriver au bon endroit, à la même place, au bon moment. Tu l'as-tu senti, ça? Ben, pas forcément. Il y a plus quelques jeux, mettons, qui posaient problème. Il n'y a pas de receveuse en particulier. C'est sûr qu'au début, c'était de voir comment que la personne court, comment qu'elle préfère ses ballons plus haut, plus bas, mais à la fin de la journée, c'est comme on a tout. Il faut qu'elle se rende dans la place, il faut que ma balle soit à cette place-là. Puis il y a certains jeux, oui, qui nous posent problème. Mais non, honnêtement, les receveuses, ils s'adaptent. S'adaptent vraiment rapidement. On a des receveurs qui sont vraiment allumés, qui ont des très bonnes lectures, qui spotent le trou vraiment facilement, j'ai rien à dire sur mes receveurs. Ça a vraiment été facile comme. Ça a été vraiment plus facilisé par mes receveurs. Ouais. Puis là, jouer avec des anciennes coéquipières qui sont rendues ailleurs, ça crée-tu une rivalité encore plus grande? C'est quoi? Quel aspect ça fait de justement croiser encore plus de justement d'anciennes coéquipières avec qui vous avez gagné des championnats, avec qui, justement, il y avait des bonnes relations, puis de dire, OK, là, t'es rendu, tu joues dans l'autre équipe, puis il se passe de quoi? Puis ça est-ce que c'est un autre élément du flag universitaire qui rend ça spécial, quoi? Ouais, mais c'est sûr que rendu à l'université, c'est vraiment plus un petit monde. Tu connais plus de monde. Puis avec notre équipe de l'année passée, on en voit beaucoup. Genre, je croise encore mes amis, c'est encore mes amis. Puis quand on joue sur le terrain, en fin de semaine, ben, je peux juste applaudir quand ils font des fous catch ou des gros jeux. Je vais toujours les encourager à faire le meilleur. Peut-être pas contre nous, mais comme en général, même comme je sais qu'ils sont bonnes, je connais leur talent, puis je peux juste être épatée de voir les jeux qu'ils accomplissent, puis je suis juste fière de ce qu'ils font là, à ce niveau-là. Est-ce que ça amène des défis personnels ou est-ce que vous vous lancez des défis personnels à ce moment-là avant un match? OK, garde. Bref, je vais réussir tel jeu contre toi où ça amène-tu cet élément-là au point que ça amène même-tu du trash talk un peu ou comment ça marche? Là? Non, ça reste civil sur le terrain. Là. Ça reste civil 100%. C'est sûr que moi, j'aimerais pas lancer de pique à mes anciennes coéquipières parce que c'est ma fierté personnelle, mais ça arrive. Puis comme après, je peux juste les féliciter, puis comme on passe à autre chose. Là. On est vraiment sur le terrain, on se connaît, puis ensuite de ça, on est amis absolument en dehors du terrain. Là. Donc, tu me dis que c'est civilisé sur le terrain, c'est pas une affaire comme les gars où est-ce que ça passe leur temps à se parler puis à se gosser sans arrêt. Les filles au flag, ça a plus de classe. C'est ça que tu me dis? En gros, ouais. En gros, oui. Il reste des cas d'exception, tu vas me dire, mais on n'est pas obligé de les nommer. C'est sûr. C'est bon. Est-ce que justement, je m'en vais là, est-ce que, bon, les filles au Québec, vous connaissez toutes, mais quand vous allez affronter, mettons, Regina ou quoi, est-ce qu'il y a une rivalité différente du fait qu'eux autres, là, ils ont plein leur casse, là, de tout le temps voir les Québécoises gagner? Y a-tu quelque chose de spécial aussi par rapport à ça? Y a-tu je sais pas si on appelle ça une rivalité, mais y a-tu quelque chose de différent là, dans une confrontation avec les équipes des autres provinces? Mais c'est sûr que tu commences à le ressentir un peu plus qu'ils sont tannés de voir le Québec gagner. Mais ensuite de ça, tu joues ta game, puis comme honnêtement, tu joues ta game, chaque équipe joue, puis à la fin de la journée, c'est le score qui détermine le gagnant. Là. Fait que t'as beau trash talk, mais
ça l'arrête pas qu'on a gagné contre vous. Oui, puis les bottines doivent s'élever les babines. Fait que, comme tu dis, t'as beau parler. La fin, c'est le score qui compte. Non, mais ouais. Là, toi, bon, évidemment, beaucoup de flags. Tu parlais de la Ligue pendant l'hiver. Joliette, d'ailleurs, félicitations. J'aime bien saluer la gang de l'Esprit sportif là, qui couvre le flag super bien. Font une super belle job. Ils ont été là toute l'année pour nous donner des images, des entrevues, ces réseaux sociaux. Fait que chapeau à eux en passant. Mais là, vous jouez au flag toute l'année, vous jouez des matchs. Est-ce que Elisabeth Ashkar a le goût de prendre un break une fois de temps en temps puis aller faire d'autres choses que du flag ou tu es rendu à un moment dans ta vie où plus tu peux jouer au flag, plus tu vas jouer au flag? C'est comment? Est-ce que tu changes les idées ou juste, les idées, c'est une chose, mais je veux dire, même physiquement, est-ce que tu vas faire d'autres choses? Tu donnes-tu des breaks en disant, regarde, tu fais d'autres sports? Comment tu gères ça? Essayer d'avoir un équilibre dans tout ça? Ouais, c'est sûr que pendant, session automne, là, c'est flag, hiver aussi, maintenant, parce qu'on a beaucoup de tournois, beaucoup de... Puis là, on a les Canadiens à la fin de l'hiver, fait qu'on n'a pas le choix de se pratiquer. Je dirais que ma pause, ça doit être l'été. C'est sûr qu'on a une ligue, comme une game par semaine. Puis ensuite, ça dépend des tournois qu'on a, puis on recommence en août. Fait que, ouais, j'ai un petit break. Mais, ouais. Non, c'est quand même rempli. C'est sûr que des fois, ça fait du bien de faire autre chose, puis de juste prendre un break, puis d'arrêter de penser à tout ça. Mais après, c'est juste plus cool de retourner jouer au flag. Fait les deux, je dirais. Là. Mais as-tu des sports en particulier que tu aimes faire en dehors du flag ou peut-être des sports que tu as fait toute ta vie, dans le fond, qui sont restés dans ta vie? Ouais, je fais beaucoup de ski. Fait que l'hiver, ça, c'est le fun. Puis sinon, je joue au soccer. Ça me change les idées. Je suis sur un terrain, puis j'ai pas tant besoin de réfléchir. Fait que c'est le fun. Puis je fais juste enjoy avec mes amis. Là. Ouais. Puis le soccer, c'est-tu un sport justement que tu as fait toute ta jeunesse qui t'a amené justement vers le flag? Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais tu sais, c'est pas à 5-6 ans qu'une fille commence à jouer au flag. Là. En tout cas, c'est pas encore commencé de même, un jour peut-être, mais qu'est-ce qui t'a amené justement? Parce qu'il faut que tu sois une sportive pour embarquer éventuellement là-dedans. C'était quoi tes sports? C'était-tu le soccer, le ski? Y avait-tu d'autres choses? Non, soccer, ski. Puis, en fait, c'est que dès que je suis rentrée au secondaire, mon frère jouait au foot, ma soeur jouait au flag. Okay. Fait que secondaire 1, j'étais dans le flag. C'était comme pas tant une option. Mais j'aimais ça, je les regardais jouer. Fait que je voulais jouer au flag. Fait que j'ai quand même commencé jeune par rapport à d'autres. Mm-hmm. Mais ouais, là, on espère juste que le flag se développe plus jeune puis que ça soit vraiment un sport central puis pas un sport secondaire et que finalement quelqu'un se découvre « Ah, je préfère ce sport-là qu'à mon sport principal. » Mais ouais, moi, j'ai commencé en jouant, en faisant du ski très jeune puis sinon, le soccer, c'était mon sport quand j'étais jeune. Ouais. Puis as-tu continué le soccer en même temps que le flag pendant que tu étais au secondaire? Faisais-tu les deux? Y a-tu un moment où tu as vraiment... Parce que là, tu dis que tu continues à jouer au soccer, mais plus pour le fun, mais y a-tu un moment où tu le faisais les deux au niveau compétitif puis il a fallu que tu fasses un choix? Ouais, à peu près à mi-secondaire, mais c'était plus comme, personnellement, je voulais plus me concentrer sur le flag que sur le soccer. En fait, en revenant de la COVID, c'est ça qui a décidé, mais ouais, non, puis je regrette pas mon choix, là, fait que... Non, nous autres non plus, on ne regrette pas, parce qu'en te regardant jouer, on avait du plaisir aussi. J'avais posé une question, puis je sais, je ramène à elle, mais c'est parce que j'avais fait l'entrevue avec Anne-Fred il y a un an, puis j'avais posé une question à un moment donné, parce qu'à l'époque, quand vous étiez à Montmorency, j'ai un de mes fils qui a joué au football à Montmorency, puis il m'avait dit, écoute, on parle souvent avec les filles, puis Erika Magini aussi, qui est une amie de mon fils depuis le secondaire, fait que du fait que je suivais un peu ce qui se passait. Et lui-même m'avait dit, écoute, les filles là, dans l'équipe, ils pensent que si on prenait une bunch de gars de l'équipe de foot un peu random, mais les gars, on les battrait facilement, puis les filles, ils ont dit non. Puis quand j'ai posé la question à Anne-Frédérique, elle m'a dit non, ils n'ont aucune chance de gagner. Es-tu à la même place qu'elle? J'aimerais dire oui. J'ai confiance en nos aptitudes. C'est ça. Je pense que mais c'est correct parce que, tu sais, je trouvais intéressant le débat aussi. Des fois, c'est pas qu'il y a une affaire de goffer, c'est une affaire aussi d'autres sports. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que parce que tu joues au foot, tu es capable nécessairement de faire la même chose au flag, mais tu sais, c'est ça, il y a des nuances, puis il y a des choses là-dedans. Et j'aime avoir cette discussion-là. Là, ça donne que j'ai tout le temps la discussion avec une fille de flag par rapport à des gars de foot qui disent ça, puis c'est correct, là, ça revient à ça, mais je pense qu'il y a un élément de sport aussi qui est peut-être sous-estimé au sens que il y a du monde qui pense que parce qu'ils sont capables de faire telle chose au football, que ça va être aussi utile au flag, puis peut-être que c'est pas le cas. Là.
Mais 100%. Mais pas juste au flag. J'ai l'impression que tout le sport féminin un peu est comme ça. Mm-hmm. C'est sûr que le flag et le foot, le fait que ça soit pas exactement la même chose, on dirait que c'est comme accentué. Mais je suis pas mal convaincue que tu mets un gars de foot qui essaie de déflaguer quelqu'un, ça n'arrivera pas à 100%. Là. Fait que j'ai confiance en nos aptitudes, mais c'est sûr que les gars, ils sautent haut, ils ont des longs bras. Fait ils sont grands, sont rapides, effectivement. Là, il y a tout ça. Ouais. Je pense pas que c'est ça qui est mis en cause, mais c'est vraiment c'est ça. Tu t'en vas jouer un autre game, fait qu'il y a quand même une adaptation. C'est totalement différent. Là. Nous, on est vraiment précis. Il n'y a pas, justement, des fois, quand on joue dans le mix, avec des gars, c'est totalement différent. Là. Tu les vois qui sont perdus, puis comme nous, ça se lit facilement. Ben, en tout cas, moi, ça se lit facilement dans mes yeux, genre le jeu qui se déroule devant nous. Fait que c'est sûr que c'est une autre game totalement. Il ne faut pas prendre pour acquis que c'est la même chose. Là. Donc, une gang de gars random qui veulent se présenter, ils sont mieux d'être mieux préparés que de penser que ça s'en vient une petite partie dans le parc. Certainement. Excellent. Là, maintenant, pour devenir une meilleure joueuse de flag football, une meilleure corps arrière, sur quoi tu travailles? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être encore meilleur à l'automne prochain? Y a-t-il des éléments que tu veux améliorer, sur lesquels tu veux travailler justement d'ici la prochaine saison? Cet été, je vais être axée sur mon renforcement aussi musculaire. Puis sinon, ça va être mes lectures. En fait, ça va être de prendre des reps, parce que je veux pas. Oui, ça fait 1 an que je joue 5-5, mais c'est pas exactement la même chose. Puis c'est de placer tes balles différemment. Ils n'ont pas la même. Ils n'ont pas la même cote, la même angle, tes receveurs qui prennent. Fait que ça va être de prendre beaucoup de reps, puis de faire des lectures. De faciliter mes lectures dans ce système de jeu-là. Mais ouais, je vais juste concentrer sur beaucoup de renforcement puis de bien placer mes balles, surtout dans le deep. Là. Good. Ben écoute, on a hâte de voir ça. Je vais te souhaiter un très bel été, puis surtout, je vais te féliciter encore, toi, évidemment, et le reste de ta gang pour votre championnat. On va te souhaiter d'aller chercher ton premier universitaire québécois, par contre, l'automne prochain. Okay. D'ici là, il y a bien des choses qui vont se passer. On aura le temps de regarder ça. Je te souhaite de prendre une bonne pause aussi. Fais attention à toi. Puis garde-toi en santé. Puis fais-nous plaisir l'année prochaine encore là, du bon flag. Mais ça, c'est le bout, j'ai confiance. Là, je pense qu'on va être correct avec toi. Certain. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Bonne journée. Bonne journée. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette édition de Bulletin sportif, le podcast. On est au mois de mai. Les saisons sont pas mal terminées. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas quelques petits éléments supplémentaires pour compléter l'année. Là. J'ai tout le temps un petit quelque chose qui me tente des fois de vous raconter. Fait qu'on verra si la semaine prochaine, il y en a un. Sinon, si ce n'est pas le cas, ben écoutez, je vous souhaite un magnifique été. Reposez-vous bien, gardez-vous en santé, faites-vous du fun et une fois de temps en temps, dites à quelqu'un qui aime le sport, mais qui ne connaît pas Bulletin sportif ou qui s'intéresse moyennement au sport universitaire collégial, passez le message à quel point c'est bon, c'est intéressant. Puis, évidemment, invitez-les à suivre ce qu'on fait Bulletin sportif sur les réseaux sociaux ou ce que font les autres dès qu'ils parlent de sport universitaire collégial. Encouragez cette gang-là, encouragez ces jeunes-là, encouragez les coachs, les institutions qui en font. Bref, c'est tellement important, tellement sain et c'est important pour l'économie aussi. Fait que c'est important pour l'économie, la santé, le bien-être d'un paquet de monde, notre système d'éducation. Écoutez, il n'y a que des avantages à notre sport pratiqué en milieu étudiant. Donc, parlez-en. Faites-en la promotion de votre bar, ne serait-ce qu'à une seule personne de plus. Ça fera un 2 fois plus gros bassin de fans à l'automne prochain. Je vous invite à être là. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme je vous dis. On va continuer de dire ce qu'il y en est. Ça s'en vient quand même assez vite. À la mi-août, évidemment, on va repartir ça. Il va y avoir le football, les compagnies, le flag, le golf, le soccer. On va être là avec toute la gang, puis on s'en reparle. J'ai bien hâte de vous retrouver. Salut!